Ok, donc moi j'ai la présentation sur l'ordinateur, c'est bon, ouais, en plein écran. Est-ce qu'on peut la mettre en plein écran, la présentation? Allô, la régie? Non? Bon. Moi c'est en plein écran. Ah, je pense qu'on est bon. Ok, donc, alors Christelle vous a dit que j'allais vous parler des adjuvants intraveineux, mais je trouvais que c'était un sujet trop vaste. Et en fait, je vais venir vous parler d'un adjuvant intraveineux en anesthésie pédiatrique, qui est le sulfate de magnésium, et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses à en dire. Alors, le magnésium, un corps adulte en contient 24 grammes, et en fait, il n'y en a que 0,3% qui va se trouver dans le plasma. Son absorption est intestinale, son excrétion, et je devrais dire sa régulation, en fait, est rénale. Et du fait de ses propriétés, en fait, l'hypomagnésémie, c'est quelque chose qui est très fréquemment rencontré. C'est 10% des patients hospitalisés, jusqu'à 65% de ceux qui sont en soins intensifs, et c'est souvent des carences d'apport. Et en revanche, l'hypermagnésémie, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, qui s'observe essentiellement chez des patients avec une fonction rénale altérée et ou à qui on a fait une supplémentation pharmacologique en magnésium, par exemple avec du sulfate de magnésium. Alors, heureusement que c'est rare, l'hypermagnésémie, parce que vous voyez dans la première colonne ici, les complications qui peuvent survenir lorsqu'on a des taux de magnésium sérique chez l'adulte qui sont à peu près à 2 fois la normale. Et vous voyez que déjà, j'attire votre attention sur le bas de la colonne. Et quand on est à 5 fois la normale, vous voyez qu'il peut se passer des choses beaucoup plus graves. Alors, le magnésium, si vous ne le connaissez pas, c'est une rockstar complète. C'est le 4e cation de l'organisme, mais surtout, c'est le 2e cation du milieu intracellulaire, juste après le potassium. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, parce que c'est par exemple un cofacteur de l'ATP, donc dès qu'il y a du métabolisme énergétique, il y a du magnésium qui entre en jeu. Et c'est un peu compliqué de vous en faire une description exhaustive de la physiologie parce qu'il y en a partout et il sert à vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais si vous devez retenir un aspect, une notion de physiologie sur laquelle je reviendrai plusieurs fois au cours de cet exposé, c'est pour simplifier, si vous gardez l'image que le magnésium, c'est un peu le contradicteur physiologique du calcium, ben, c'est déjà pas mal. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous donner la recette. Et j'utilise ces mots-là parce que c'est toujours à peu près la même chose qui est utilisée dans les études d'anesthésie, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et on ne sait pas exactement trop d'où ça vient. Il n'y a pas tellement de courbe dose-réponse, mais tout le monde fait la même chose. Et la recette, donc, c'est un bolus de 30 à 50 mg kilo passé sur 10 à 30 minutes, plus ou moins suivi d'une dose d'entretien de 5 à 20 mg kilo/heure pendant l'intervention. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est une recette, pas d'autres termes. Alors le premier effet auquel on s'intéresse avec le magnésium, c'est son effet co-analgésique. C'est surtout pour ça qu'il a été utilisé, étudié. C'est un de ses intérêts principaux. Alors, il y a vraiment beaucoup de données, il y a beaucoup d'études. Et chez l'adulte, je vais commencer par vous présenter les datas qu'on a chez l'adulte. Et il y a beaucoup de données et beaucoup de méta-analyses sur cet effet-là spécifiquement. Et la dernière, qui date de 2020, montrait un effet d'épargne morphinique post-opératoire dans les premières 24 heures associé à l'utilisation de magnésium pendant l'intervention. Cet écart était de environ moins 5,6 mg, enfin c'était l'écart moyen, ce qui représentait, pour vous donner une idée, à peu près 20% de la dose consommée par les patients qui n'avaient pas de magnésium, donc une différence de moins 20%. Et puis dans cette étude, dans cette méta-analyse, le magnésium allongeait aussi la durée avant la première demande d'analgésie post-op, et il l'allongeait pas mal, de environ 2 heures. Pas de différence sur les scores de douleur. Et cette étude, c'est vrai cette méta-analyse disait qu'il y avait plutôt un bas niveau de preuve, parce qu'il y avait une très très grande hétérogénéité. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils avaient inclus les études pour lesquelles les patients avaient eu une anesthésie générale ou une loco-régionale associée à du magnésium intraveineux. Et évidemment, la demande de morphine post-opératoire lorsqu'on a une loco-régionale n'est pas la même que lorsqu'on a une anesthésie générale. Et on voit, si on reprend une méta-analyse un tout petit peu plus ancienne,
on voit qui n'incluait cette fois-ci que les patients qui avaient eu de l'anesthésie générale. On voit que cet effet d'héparine morphinique post-opératoire, il est confirmé et il est un petit peu plus important quand on considère que les patients sous anesthésie générale. Il y avait un tout petit effet sur les scores de douleur dans cette méta-analyse-là, mais ce n'est pas forcément cliniquement très pertinent. Et là encore, des données très hétérogènes. Mais enfin, globalement, quand on fait la synthèse de la littérature adulte, oui, en effet, le magnésium intraveineux a un effet d'épargne morphinique post-opératoire chez l'adulte. On peut juger que c'est un effet de taille vraiment faible ou modéré. Et moi, je pense qu'en 2023, on est à l'heure des petits pas. On est à l'époque des petits pas en anesthésie. Et si c'est un petit pas de plus, eh bien, très bien, c'est un avantage pour le patient sur cet aspect-là. Alors, comment ça marche? C'est un peu de physiologie. Alors, il faut aller voir, pour cet effet coanalgésique, ce qui se passe dans le système nerveux central, en particulier dans la corne postérieure de la moelle, où vous reconnaissez ici un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique, avec dessus un récepteur NMDA. Ce récepteur NMDA, il est activé par la fixation de glutamate, ici en bleu, et la libération de ce glutamate dans la fente synaptique, vous voyez ici, elle est calcium dépendante. Donc voilà comment ça marche. Et puis lorsque le récepteur NMDA est activé, vous savez que ça permet l'entrée de calcium dans le neurone postsynaptique, ce qui va contribuer à pouvoir dépolariser ce neurone postsynaptique et donc à favoriser la transmission de l'information nociceptive. Pour ce, voilà, ça marche comme ça, les récepteurs NMDA. Et donc là-dedans, le magnésium, il va tout d'abord inhiber directement les récepteurs NMDA, il les bloque sur le récepteur. Et cette inhibition, elle est non compétitive et elle est voltage dépendante. Mais il va aussi avoir des effets plus indirects, puisqu'il va bloquer, je vous ai dit c'est le contradicteur du calcium, il va bloquer les canaux calciques du neurone présynaptique, donc il va empêcher l'entrée de calcium, et donc, en empêchant l'entrée de calcium, il va bloquer, inhiber la libération synaptique de glutamate. Et en plus de ça, dernier effet, il va diminuer l'excitabilité du neurone postsynaptique, puisqu'il va en plus empêcher l'entrée de calcium dans ce neurone en bloquant directement les canaux calciques qui sont sur ce neurone. Donc voilà, ça marche comme ça. Donc l'effet principal dans le mécanisme coanalgésique du magnésium, c'est son effet anti-NMDA, et donc qui va sans doute permettre de diminuer la sensibilisation centrale à la douleur, les phénomènes d'amplification du message douloureux. Et il y a même des effets à long terme qui ont été démontrés en termes de douleur chronique, mais ces études-là, seulement chez l'animal adulte en plus, donc un petit peu loin de ce qui nous occupe. Alors, on a aussi un certain nombre de données en pédiatrie sur cet effet coanalgésique. Il y a quelques études, mais pas beaucoup, et elles n'impliquent pas beaucoup de patients. Elles sont souvent en ORL. Je vous en ai mis une qui est assez représentative de ces études-là, qui se passait chez des patients donc, qui avaient des amygdalectomies. Et dans cette étude-là, il n'y avait pas de différence sur la douleur jusqu'à 4 heures post-opératoire et pas de différence sur la consommation de morphine. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de petites limites. D'abord, dans le groupe qui a reçu de magnésium, vous voyez qu'ils n'ont pas reçu beaucoup de morphine, parce qu'ils ont eu pas mal de choses déjà pendant l'intervention pour les amygdales. Et puis, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de patients. Il y en a 2 fois 30. Et puis, la surveillance, elle était de durée limitée. On a souvent des petites limites comme ça dans les études pédiatriques. Je vous ai néanmoins montré celle-là parce qu'ils ont eu le mérite, le grand mérite de faire des dosages de magnésium à la fin de l'intervention. Et donc, évidemment, dans le groupe magnésium, la magnésémie est plus élevée en fin d'intervention. Mais j'attire votre attention, la ligne, les tirets orange là en bas, c'est la limite supérieure de la normale. Et les traits rouges au-dessus, c'est le seuil à partir duquel les premiers effets secondaires ont été observés chez l'adulte. Ça correspond aux ABAC que je vous ai montrés au début. Voilà, ça pose question. Les patients allaient tous très bien. Il y a des études positives aussi en pédiatrie. Alors, il se trouve que celle-ci, elle est plutôt sur des plus grands, sur des ados un petit peu plus proches de l'adulte, et c'était des scolioses idiopathiques. 2 caractéristiques quand même à cette étude-là. Les enfants n'avaient pas de loco régional associé pour leur prise en charge de scoliose, et ils recevaient tous de la kétamine. Et puis, il y en a qui ont eu du magnésium et d'autres un placebo. Et vous voyez que dans cette étude-là, quand on regardait jusqu'à 48 heures post-op, la consommation de morphine semblait être plus basse dans le groupe qui avait reçu du magnésium. Donc, voilà, un peu comme ce qu'on peut observer chez l'adulte.
Et il y a eu tellement d'études, les études qu'il y a eu en pédiatrie ont été regroupées dans une revue en 2017 sur les adjuvants co-analgésiques. Et dans cette étude-là, et ça résume bien d'ailleurs l'état des choses, avec le magnésium, on n'a pas assez de données pour conclure en ce qui concerne la pédiatrie sur son effet co-analgésique. Mais bon, en vrai, il n'y a pas tellement de raisons que ça soit différent chez l'enfant, non ? Deuxième effet, corelaxation musculaire. Alors, si on fait la synthèse de la littérature adulte, eh bien, le magnésium, le sulfate de magnésium, ça va augmenter la durée d'action des curares non dépolarisants. Ou souvent, ce qui regarde dans les études, c'est que ça diminue la dose de curare nécessaire pour maintenir une curarisation profonde. Alors, fun fact, attention, quand on donne du magnésium après avoir décurarisé un patient, ça peut potentialiser une curarisation résiduelle. Voilà, quelques cas cliniques rapportés, c'est jamais très agréable. Et en revanche, il n'y a pas d'interaction décrite avec la succinylcholine, peut-être juste une diminution des fasciculations. Voilà, donc cet effet-là de potentialisation ou d'augmentation de durée d'action des curares, est-ce que c'est un avantage ? Je ne sais pas, je ne suis pas très sûre, je vous laisse la question ouverte. Comment ça marche ? Alors là, vous reconnaissez maintenant immédiatement un neurone présynaptique, sauf que de l'autre côté, cette fois-ci, il y a une fibre musculaire, puisqu'on va regarder ce qui se passe au niveau de la jonction neuromusculaire. Vous voyez qu'ici, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine, avec son récepteur en face. Hein, ça, vous connaissez bien la plaque motrice. L'effet principal du sulfate de magnésium va être de diminuer la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique. Et vous avez bien compris déjà comment ça marche. Cette libération d'acétylcholine, elle est calcium dépendante et le magnésium va venir inhiber l'entrée du calcium dans le neurone présynaptique et donc diminuer la libération de neurotransmetteurs. Ça va également diminuer l'excitabilité de la fibre musculaire, même mécanisme, ça va bloquer les canaux calciques de cette fibre musculaire. Et puis un dernier truc qui est assez marrant, alors moi je l'avais un petit peu oublié, mais en fait la fixation de l'actine et sur la myosine ou de la myosine sur l'actine, dans les muscles, c'est un phénomène qui est calcium dépendant. Et oui, c'est vrai, en fait, on le savait. Et du coup, en diminuant le calcium intracellulaire, le magnésium va empêcher en partie la fixation de l'actine et de la myosine et donc diminuer la contractilité même de la fibre musculaire. C'est intéressant, non ? Alors, on a des données cliniques chez l'enfant, il y en a très peu, mais j'en ai quand même trouvé une. Chez des enfants de 5 à 15 ans qui étaient IMC, qui avaient une paraplégie spastique mais isolée, et à qui on faisait des ostéotomies des membres inférieurs. Et vous voyez que dans le groupe magnésium, il a fallu utiliser moins de rocuronium pendant l'intervention pour leur maintenir un TOF inférieur à 2. Dans cette étude-là aussi, ils ont fait des dosages en fin d'intervention. Et là, évidemment, aussi en fin d'intervention, le magnésium était plus élevé chez ceux à qui on en avait administré. Ça dépassait, la magnésiémie moyenne dépassait la borne supérieure de la normale. Mais dans ce cas-là, on n'atteignait pas le niveau associé aux effets secondaires chez l'adulte. Alors, à titre un peu anecdotique, mais comme ça nous concerne en pédiatrie, je vous montre un exemple d'étude. Il y a quelques personnes qui ont essayé de regarder si au chapitre relaxation musculaire, ça ne permettait pas de faire moins de laryngospasme le post-extubation. Et ça, c'est une étude qui a été faite dans le cadre d'amygdalectomie. Et dans cette étude-là, ils trouvaient moins de laryngospasme dans le groupe magnésium. Mais là encore, regardez, il y a vraiment très peu de patients. Le design, je ne rentre pas dans les détails, mais peut être discuté. Et quand on regarde les une ou deux autres études qu'il y a, c'est pareil, il y a vraiment très très peu de données. Là, je vous ai montré une étude positive, mais il y a des études négatives. Tout ça est très hétérogène. Et clairement, sur le sujet, on n'a pas assez pour conclure. Troisième propriété, le magnésium utilisé comme co-hypnotique chez les adultes en synthèse. Avec le magnésium, on diminue les doses d'hypnotique nécessaires pour maintenir le bis entre 40 et 60. C'est comme ça que sont faites la plupart des études. Et aussi, ce qu'on voit chez l'adulte, c'est que ça va un peu prolonger les durées de réveil. Alors ça, est-ce que c'est bien ? Oui, c'est peut-être plutôt pas mal de donner moins d'hypnotique. Peut-être c'est bien. Comment ça marche ? Je suis désolée, on ne sait pas.
Voilà, j'aurais adoré faire un autre petit dessin, mais non. Peut-être que c'est juste l'activité anti-NMDA, et il y a des auteurs qui ont évoqué une inhibition de la neurotransmission calcium dépendante, mais au niveau de l'hippocampe. Enfin, c'est conjoncturel. Je vais pas, voilà, bon, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment, en fait. On n'est pas sûr. Et j'ai même trouvé des données chez l'enfant. Alors j'adore cette étude, c'est quand même vraiment marrant d'avoir fait ça. C'était de la chirurgie urologique mineure chez des enfants qui avaient une caudale, et les auteurs laissaient le sévoflurane à 2% fixe, ils ne bougeaient pas la concentration de sévoflurane. Et dans un groupe, il y avait du magnésium et l'autre avait un placebo. Vous voyez que dans le groupe magnésium, les valeurs de BIS étaient un petit peu plus basses que dans le groupe placebo pendant l'intervention. On ne sait pas exactement trop à quoi c'est dû, peut-être c'était juste de l'EMG, on ne sait pas trop, mais on a quand même cette étude-là. Et puis, alors, ça je ne comprendrai jamais, mais sous prétexte qu'on est en pédiatrie, alors là, il y a eu plein d'études, mais quand je dis plein, sur est-ce que le magnésium peut prévenir l'agitation au réveil. Genre, c'est notre vrai problème dans la vie, en fait. Voilà, alors, il y a tellement eu d'études qu'il y a eu une première méta-analyse en 2022 qui disait oui, le magnésium permet de diminuer l'incidence de l'agitation au réveil. Et puis après, il y a eu une deuxième méta-analyse en 2022 qui disait qu'il n'y avait pas d'effet du magnésium sur l'agitation au réveil, mais que ça pouvait allonger un petit peu plus les durées de réveil. Je ne vais pas m'attarder, je pense que c'est un débat qui ne sert à rien. Franchement, pour cette indication-là, on a d'autres produits qu'on connaît mieux et qui sont efficaces. Voilà, c'est peut-être pas la peine de trop chercher. Et puis, on va passer à la dernière partie qui est peut-être la plus intéressante. On va parler des effets du magnésium dont on parle un petit peu moins souvent en anesthésie, un petit peu plus en réanimation, mais qui existent quand même. On va commencer par voir ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome. Je n'ai pas pu m'empêcher. Figurez-vous, on va regarder la réponse au stress. Et figurez-vous que le magnésium va inhiber la libération de catécholamine par la surrénale. C'est pas rien, ça, hein, dans l'homéostasie, dans la stabilité, tout ça. Ça inhibe la libération de catécholamine par la surrénale. Et en plus d'inhiber cette libération par la surrénale, ça va inhiber la libération de catécholamine par les fibres nerveuses du système nerveux sympathique. Je vous rappelle que c'est la noradrénaline qui est le neurotransmetteur final de la voie sympathique, celui qui va produire les effets de la stimulation sympathique. Et en plus de bloquer la libération de catécholamine, le magnésium va aussi bloquer en partie les récepteurs aux catécholamines. Donc du coup, évidemment, il y a une diminution de la réponse hémodynamique au stress lorsqu'on utilise du sulfate de magnésium, évidemment. Et c'est cet effet-là qui a été exploité, mis à profit dans toutes les stratégies de diminution de l'utilisation des opiacés en anesthésie. C'est vrai que ça permet d'avoir moins de réactivité hémodynamique à la stimulation, par exemple, nociceptive. Donc ça, bon, peut-être c'est pas mal. Mais si on va un petit peu plus loin, en fait, si on regarde ce qu'il y a de l'autre côté des fibres du système nerveux sympathique, là, en fait, de l'autre côté, il y a par exemple des muscles lisses, par exemple des parois artérielles. Et donc ces cellules musculaires lisses des parois artérielles, leur contraction va être limitée parce qu'elles n'ont plus cette stimulation sympathique, du coup elles vont beaucoup moins se contracter. Et en plus, comme dans les autres cellules musculaires, à cause du blocage des canaux calciques, il va y avoir moins de calcium intracellulaire et donc là aussi ça va être un facteur qui va diminuer leur capacité à se contracter. Et du coup, l'un des effets du magnésium, de l'administration de magnésium, c'est d'avoir un certain degré de vasodilatation artérielle sans que le territoire veineux soit directement affecté. Alors ça, on peut dire que ça a des bons côtés en termes de protection d'organes. Par exemple, le cerveau, c'est pas mal. Ou le cœur, parce qu'il y a une vasodilatation des artères coronaires, par exemple. Peut-être ça a des bons côtés. Mais quand même, parfois, la vasoréactivité, on en a un petit peu besoin. Et cet effet-là, ça va aussi pouvoir aboutir peut-être à une baisse des résistances vasculaires systémiques, diminuer la vasoréactivité et peut-être contribuer à la survenue d'hypotension. Vous voyez où je veux en venir. C'est un sujet sur lequel en pédiatrie, on est quand même un petit peu pointilleux. Alors en réalité, dans toutes les études qui ont été faites avec le magnésium dans le contexte de l'anesthésie,
il n'y a pas tellement de cas rapportés d'hypotension. Il y en a quelques-uns, hein, mais pas vraiment beaucoup. Il n'y a pas d'hypotension, mais regardez, ça c'était l'étude avec les ostéotomies là, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est l'évolution des pressions artérielles moyennes pendant l'intervention. En noir, c'est le groupe placebo, en blanc, c'est le groupe qui a eu du magnésium. D'accord ? Donc, pas d'hypotension, c'est vrai, mais peut-être quand même un effet sur la pression artérielle à considérer pour nous en pédiatrie. On va maintenant on va continuer dans les trucs un peu nobles, on va aller voir le cœur. Et bien là aussi, le magnésium a un rôle important puisqu'il va diminuer l'activité électrique du nœud sinusal et diminuer aussi la conduction auriculo-ventriculaire. Alors ça a des bons côtés parce que du coup, ça en fait un antiarythmique, comme vous savez, de choix dans le traitement de certains troubles du rythme, en particulier dans le traitement des torsades de pointe, et aussi pour la prise en charge des patients avec un QT allongé. Ça, c'est bien. Mais du coup, le pendant de cette action, c'est que ça peut exposer, surtout si en cas de surdosage, comme vous l'avez vu au début, à un risque de bloc auriculo-ventriculaire et peut-être aussi de bradycardie. Et ça, c'est comme les hypotensions, les bradycardies, c'est un sujet sur lequel on est un petit peu frileux en anesthésie pédiatrique, comme vous savez. Alors là encore, il y a peu de cas rapportés dans les études qui ont été faites en anesthésie chez l'adulte sain. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup qui ont été rapportés, mais quand même, il y en a. Et puis quand c'est observé, c'est souvent au décours du bolus initial, surtout quand il ne dure pas très longtemps, ou alors lors de surdosages accidentels ou sur des patients avec une fonction rénale altérée. Ça fait des bradycardies. Et tous les auteurs et aussi tous les gens, en tout cas beaucoup des gens qui l'ont utilisé en clinique, attirent l'attention sur le danger de la synergie possible avec d'autres produits bradycardisants, et je pense en particulier au rémifentanil. En tout cas, il faut monitorer. Et là, par contre, vraiment, j'ai très très peu de données pédiatriques, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Et puis pour finir, dernier truc dont je voulais vous parler, c'est l'action du magnésium sur les bronches. Parce que, en fait, comme les autres muscles lisses, le magnésium va inhiber la contraction du muscle lisse bronchique. Et en plus, il va diminuer la libération d'acétylcholine et de médiateurs inflammatoires qui entrent en jeu lorsqu'on a une bronchoconstriction. Et ça fait donc du magnésium un bronchodilatateur très puissant. Et en fait, il est utilisé tous les jours. Dans l'asthme aigu grave, dans les crises d'asthme un peu graves, il est utilisé tous les jours, alors pas par nous, pas au bloc, mais aux urgences ou dans les services de pneumo, urgences, ça dépend comment on est structuré. Et c'est utilisé, y compris chez des très jeunes enfants, 1 an, 2 ans, pas de problème, ça leur pose pas du tout de problème. Et ils l'utilisent à des posologies qui sont, en fait, c'est la même recette. Chez nous, j'ai appelé chez nous pour voir comment c'était. Je leur ai dit, mais vous utilisez vraiment ça ? Oui, tout à fait. Et 40 mg kilo en intraveineuse lente en 20 minutes. Donc, c'est pareil que ce qu'on fait en anesthésie. En revanche, dès qu'ils mettent du magnésium, ils envoient l'enfant en soins intensifs pour avoir au moins pour avoir une surveillance adéquate. Vous allez me dire, il a déjà un asthme aigu grave, il a déjà une raison d'y aller. Et alors que je suis très triste, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, l'effet bronchodilatateur en anesthésie pédiatrique. Voilà une bonne nouvelle. Mais aucune donnée en anesthésie, rien du tout. Tout reste à faire. Voilà, je vais conclure sur ce petit tour d'horizon du magnésium. Donc, vous avez vu que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup d'effets. Et en fait, on ne peut pas choisir les effets. On ne peut pas dire, moi, je prends ces effets-là du magnésium et pas ceux-là. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de formulation de magnésium sélective. On a tout ou rien. Pardon. Il semble avoir quand même des avantages qui sont intéressants, en particulier ses propriétés co-analgésiques. Peut-être l'effet est modéré, mais tout de même pas négligeable. Ses effets co-sédatifs et puis tout le côté bronchodilatateur qui reste à explorer. Ça, c'est plutôt des trucs un peu séduisants. Mais quand même, il reste quelques doutes, notamment sur son profil de sécurité hémodynamique en anesthésie pédiatrique, même si il y a abondance de données publiées, il n'y a pas de drame vraiment rapporté chez le grand enfant ou chez l'adulte, attention, sain. ASA 1, tout va bien.
On a aussi quelques doutes sur la façon de gérer l'allongement de la durée des curares en anesthésie pédiatrique. On ne sait pas trop bien comment gérer ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va nous exposer à des risques? On ne sait pas exactement. Et puis un truc qui nous concerne beaucoup en pédiatrie, c'est que c'est quand même un produit supplémentaire et qui va nous exposer à un risque d'erreurs d'administration qui peuvent être dramatiques, hein, comme je vous ai montré au début, puisque dans les galéniques qui existent, il y a du sulfate de magnésium à 10%, 15%, et c'est ça qu'on est censé utiliser en anesthésie. Mais il y a aussi des formes à 50%. Et ça, pour nous, tout de suite, ça peut faire des erreurs dramatiques, vous savez comme pour d'autres produits. Et ce qui nous manque clairement, pour pouvoir avancer en étant plus serein et plus sûr de ce qu'on fait, c'est des courbes dose-effet, ou au moins des courbes dose-concentration. Ça a fait l'objet d'un éditorial en 2022 dans Pédiatrique Anesthésia où l'éditeur s'agaçait un petit peu de l'utilisation à tort et à travers pour tout et pour rien. Alors là, c'était pour l'agitation au réveil, du sulfate de magnésium et rappelait qu'en fait, on n'était pas sûr des limites de la balance bénéfice-risque et qu'il fallait quand même réfléchir à nos indications et pas en faire comme ça sans y penser, comme si c'était sûr qu'on était safe. Donc, est-ce qu'il faut l'utiliser en anesthésie pédiatrique aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de recommandation. Et franchement, même après vous avoir raconté tout ça, je trouve qu'il y a quand même trop peu de données en anesthésie pédiatrique pour conclure. Voilà, mais j'espère que vous aurez néanmoins apprécié le voyage.